De la Chambre de commerce. J'ai l'honneur de lancer ce énième webinaire qu'on consacre à l'IA en 2026. Un webinaire qui va porter sur peut-on conjuguer IA et avoir une vue responsable pour l'IA? C'est une grande question. Ce webinaire, on va le confier à une sachante dans cet univers. Marianne Mazot, fondatrice de Ionos, qui a eu lieu l'an dernier. Marianne, vous l'avez peut-être déjà entendu lors de notre IA Master, journée consacrée à l'IA qu'on avait programmée en octobre. Marianne est formatrice en IA responsable, je crois que j'oublie un terme, et elle est aussi et surtout, depuis quelques semaines, directrice de la French Tech Pays Basque, donc on est super honorés. Et je vais essayer de ne pas te prendre trop de minutes, Marianne. Je vais simplement vous mettre les pieds dans le plat, hein, comme je te disais, Marianne. C'est si j'oubliais que j'ai programmé ce webinaire, IA responsable et qu'est-ce que Responsable de quoi? Responsable de quoi? Qu'est-ce qui me traverse l'esprit? Est-ce qu'on peut conjuguer IA responsable? Même si je suis vraiment un ardent promoteur de l'IA, mon boulot de consultant digital a été augmenté par l'IA. Je fais la promotion de l'IA, je fais des formations IA pour les entreprises. Donc, je promeux l'IA, mais d'un autre côté, j'ai une certaine perception. On peut reprocher plein de choses à l'IA. Ça va tuer de l'emploi, ouais, peut-être. Ça va réchauffer la planète, ouais, peut-être. Donc, il y a plein de côtés potentiellement négatifs qui me font dire que conjuguer IA et responsable, c'est pas évident. C'est peut-être un peu pour ça que c'est assez légitime de notre part de programmer ce webinaire avec Marianne. Que penser dans tout ça? Parce que, alors, on n'aura pas les réponses aujourd'hui, hein, mais on aura certainement un éclairage de la part de Marianne qui travaille sur ces sujets. Voilà, moi j'ai un côté en même temps, je t'aime moi non plus avec l'IA. C'est surtout je t'aime. Le moi non plus, il n'est pas encore avéré. Mais j'espère que l'IA va pas nous mener vers un truc pas bon pour l'humanité. Ou alors, on se dit collectivement aujourd'hui, allez, stop, on arrête l'IA tous aujourd'hui, la Terre entière. Sauf que si vous arrêtez, comptez sur vos concurrents pour ne pas l'arrêter. Et voilà, on entend ces positions-là, quoi. J'arrête de l'utiliser l'IA parce que. Donc voilà, quand on est entreprise, on peut pas nécessairement se permettre ce type de positionnement, quoi. Bon, j'ai trop parlé. Marianne, je vais te laisser la parole. Je me permettrai de te couper, d'intervenir, comme je pense aussi Augustin qui est présent avec nous. Augustin qui est mon partenaire habituel sur ces webinaires IA, Augustin de Indata Veritas. Donc éventuellement, on se permettra d'abonder un peu ton propos, de te faire reformuler des choses ou de te faire préciser des choses, si tu nous le permets, Marianne. Bien sûr, j'essaierai de répondre dans la mesure du possible, parce que j'essaie de ratisser large. Donc, ok, je démarre? Vas-y. Bon, bonjour à tous et premièrement, merci de m'offrir cet espace de parole parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle responsable et très vite, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. C'est un sujet qui me tient à cœur au-delà voilà, des fonctions professionnelles que je peux avoir dans le domaine. Donc moi, rapidement, sur mon parcours, j'ai travaillé 10 ans en marketing de la performance dans plusieurs industries des biens et des services, donc les parfums, la mode, les vins spiritueux, les jeux vidéo mobiles. J'ai supervisé la production mondiale de matériel créatif pour des campagnes globales d'acquisition utilisateurs. Jusqu'à 10 marques simultanément. J'ai géré des budgets annuels à plus d'1 million d'euros et fait progresser des équipes diverses en interne et en externe sur des campagnes parfois localisées en 12 langues. Donc ça m'a permis de pouvoir travailler sur tous les continents, travailler main dans la main avec des entreprises comme TikTok, Google, Meta et donc d'avoir une bonne compréhension des algorithmes de curation IA sur les réseaux sociaux et surtout une bonne compréhension et lecture de comment optimiser finalement nos résultats de conversion et nos revenus long terme. Puis, éventuellement, j'ai transitionné sur des sujets d'intelligence artificielle. Donc, comme tu l'as dit, Frédéric, j'ai effectivement cofondé la plateforme dédiée à l'intelligence artificielle responsable et Ionos. En fait, pendant plus d'1 an et demi, j'ai travaillé sur une thématique de recherche, comment transformer le risque IA en performance durable
grâce à l'éthique, l'inclusion et la conformité. Et pour ce faire, je n'ai pas fait ça seule. Je me suis entourée d'experts internationaux et incroyables avec qui j'ai eu la chance de travailler à la fois du secteur privé et public, répartis sur 10 pays, mais principalement entre les États-Unis et l'Europe, pour avoir une bonne lecture de ce que l'on appelle les marchés Tier 1, donc l'Europe, les États-Unis, l'Australie, enfin tous les pays anglophones. Voilà, et j'ai eu la chance de travailler avec différents professionnels, des Chief Technical Officers de chez HP, des spécialistes de l'éthique, de la data, des product managers d'ONG comme Human Intelligence, d'être accompagné par l'équipe qui a organisé le sommet pour l'action sur l'IA au ministère de l'Europe, par Arborus, voilà, bon. Et tout ça nous a mené donc à un playbook IA de 150 pages et 11 heures de keynote sur des conversations globales que l'on a menées en octobre 2025. Donc, c'est un sujet difficile à pousser. On est quand même fiers d'avoir réussi à avoir une voix dans les médias. On sait très bien que ces thématiques-là, elles sont difficiles à mettre en avant. Et vraiment, ce que je vais mettre en avant aujourd'hui, c'est la façon dont je travaille. J'adopte pas une attitude prescriptive. J'essaie d'avoir, voilà, comme tous les acteurs avec qui j'ai pu travailler, du bon sens, d'essayer de me poser les bonnes questions, même si parfois on n'a pas de réponse définitive à des problèmes que l'on identifie. La première étape pour trouver une solution, c'est déjà de les identifier. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le résultat de toutes mes expériences professionnelles, mais aussi l'analyse de rapports et références internationalement reconnues. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'outils ou rapports que je vous recommande de lire et que vous pouvez déjà utiliser dans vos activités professionnelles. Et c'est aussi surtout le retour d'expérience de collaboration transversale. Donc, je me permettrai de citer bien évidemment des institutions avec qui j'ai eu l'honneur de travailler, comme le MIT Future Tech. Voilà. Et sinon, très rapidement, comme tu l'as dit, Frédéric, effectivement, en janvier, j'ai rejoint la French Tech Pays Basque. La French Tech Pays Basque, c'est quoi? C'est une association déclarée au label d'État. On est rattaché au ministère de l'économie et des finances et de la transition industrielle et numérique. Et on est donc là pour favoriser l'innovation sur le territoire basque. Donc, si vous êtes porteur de projets innovants, n'hésitez pas à nous contacter. On n'est pas là aussi que pour défendre les projets tech et IA. On met aussi en avant les projets à innovation responsable, c'est-à-dire tout ce qui peut être en lien avec l'innovation durable, l'innovation sociale. Et puis aujourd'hui, on est fiers d'avoir mis en ligne notre nouveau site web, donc n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, on organise un apéro trimestriel le 19 mai dans le cadre du lancement des cotisations. Et puis, on aura toute une série d'événements autour de nos piliers de croissance, le financement des entrepreneurs innovants, l'aspect talent international et autres. Et cet été, nous lancerons également une série de webinaires qui s'appelle Nouvelle-Aquitaine Tech Bridge, qui est inscrite dans la feuille de route commune de la French Tech Nouvelle-Aquitaine, où on fera intervenir donc des experts internationaux sur des thématiques pour nous aider à comprendre notamment les enjeux et opportunités des technologies émergentes. Voilà. Donc, j'ai terminé la petite intro. Et donc, comme je te le disais, Frédéric, au début de l'appel, avant d'aller un peu plus loin sur ce qui se passe en 2026, je voulais revenir sur mon intervention d'octobre 2025 pour poser un peu les bases et le contexte et aussi expliquer à notre audience pourquoi est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle responsable, pourquoi est-ce qu'on parle de responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, en octobre 2025, je vous ai mis quelques chiffres clés en avant. Et le premier, comme on le sait, c'est que l'intelligence artificielle responsable devient de plus en plus performante. Elle influence tous les aspects de notre vie quotidienne, que ce soit au travail ou dans la sphère personnelle. Et donc, il y a une réaction qui est quand même dominante face à cette évolution. Elle semble malheureusement beaucoup plus marquée par une incertitude et un manque de confiance. Et c'est ce que révélait une étude de KPMG qui a été menée sur 48 000 personnes en 2025 dans 47 pays. Plus de 54% des répondants déclarent se méfier de l'IA. Et plus on est positionné dans des économies bien développées et qui sont finalement plus éduquées à l'IA, plus ce chiffre augmente. C'est-à-dire que les gens se méfient davantage de l'IA. Donc, je pense que c'est vraiment assez parlant. Plus grave encore, les entreprises elles-mêmes affichent une inquiétude croissante en 2025, y compris dans leurs propres déclarations réglementaires. C'est notamment ce qui a été mis en avant dans plusieurs communications publiques, dont un rapport publié en juillet 2025 par l'Autonomy Institute basé à Londres, qui révèle que les entreprises du SP500 expriment des préoccupations croissantes concernant les dangers de l'IA.
Elle cite notamment les deepfakes comme un risque commercial et le nombre d'entreprises qui citent ces deepfakes comme un risque commercial est passé de 16 à 40. Et celle qui se réfère aux dangers liés au biais de l'IA passe de 70 à 146 entreprises. Donc, je pense que, voilà, juste pour acter aussi, cette méfiance, elle n'est pas que du côté consommateur et citoyen, elle est aussi du côté des entreprises. Je vous parlais aussi de quelques faits parce qu'effectivement, bah, voilà, comme je le disais au début, c'est difficile de suivre le cadre évoluant de l'intelligence artificielle parce que chaque semaine, chaque jour, ce sont de nouvelles capacités qui se développent. Donc, en octobre 2025, je vous présentais juste 3 petits faits. On avait donc en Bolivie des audios deepfakes générés par l'IA du ministre de l'Éducation qui avait donc permis d'escroquer 19 victimes. Anthropic commençait à tester des agents IA en contact direct avec les clients, dotés d'une autorité financière. Et enfin, on observait que des preuves générées par IA devenaient presque impossibles à distinguer de la réalité. Donc, des problèmes liés, enfin des dangers liés à l'intelligence artificielle, il y en a énormément, mais on peut synthétiser pour un petit peu simplifier ici le débat, 3 grandes catégories en fait de risques liés à l'intelligence artificielle. Donc, on va retrouver tout ce qui est en lien avec les biais algorithmiques. C'est-à-dire qu'en fait, un modèle est donc basé sur des données d'entraînement. Souvent, ces données d'entraînement peuvent venir d'Internet, sur lesquelles on a déjà des biais discriminatoires. Ça peut être voilà, sur la représentation raciale, sur le recrutement, etc. Les modèles d'IA, par leur définition, par la manière dont la technologie fonctionne, vont venir en fait amplifier ces biais discriminants. Donc, ils ne les créent pas, mais ils les amplifient. En lien avec ça, on va retrouver la désinformation, notamment via les deepfakes, la manipulation d'images, ce qui réellement pose un vrai problème sociétal et notamment de dégradation des systèmes politiques démocratiques. Et enfin, on a tout ce qui est en lien avec l'automatisation brutale qui souvent va mener à des situations où on peut avoir des services complètement déshumanisés, une perte massive d'emplois. Voilà. Puis après, il y a aussi plein d'autres problématiques qu'on ne va pas forcément avoir le temps ici d'explorer. Il y a, comme tu l'as dit, Frédéric, l'impact environnemental des besoins énergétiques colossaux de l'IA, les data centers qui utilisent beaucoup d'électricité, l'eau notamment pour refroidir les moteurs des data centers, etc. Et puis encore, on va dire de manière plus inquiétante, aujourd'hui, il y a la subordination de l'action humaine à une IA super intelligente dont les capacités et les motivations échapperaient à tout contrôle. Et ce que je crains le plus, c'est on est flemmard par nature et notre capacité naturelle à sous-traiter, surtout à quelqu'un qui va mieux faire une tâche que nous ne sommes capables de le faire. Et moi, je suis devenu flemmard de la neurone. Avant, ma neurone était active, était volontaire, mais ma neurone est devenue flemmarde parce que j'ai mon pote GPT qui fait tout mieux que moi, quoi. Et ça me fait peur. À l'échelle de quelques années, ça va. Mais quid dans 50 ans, quand on aura définitivement externalisé tout effort intellectuel vers une IA? Est-ce qu'on va vers un humain augmenté avec un mini-cerveau mais une grosse IA? Je ne sais pas. Ça me fait peur. Plus que la problématique de l'emploi. Elle est plus... Enfin, je sais pas. Si tu pourras organiser un webinaire là-dessus, parce que j'ai plein de choses à dire, mais effectivement, c'est encore un sujet dans le sous-sujet. Mais oui, effectivement, on parle du offloading, du fait que plus les personnes utilisent des IA génératives, moins en fait elles entraînent leur capacité cognitive. C'est comme un muscle, le cerveau, donc qui se ramollit. Donc effectivement, il faut faire attention à ça. Et l'autre problématique, c'est les enfants. Les enfants, ils n'ont même pas l'opportunité d'être dans une thématique de offloading parce que d'abord, il faut qu'ils musclent leur cerveau. Donc si dès leur jeune âge, au lieu d'apprendre activement, ils s'en remettent aux IA, ça peut poser effectivement des gros problèmes d'abrutissement des nouvelles générations. Ouais. Ouais. Donc, pour continuer un petit peu sur le débat, je vous en avais parlé en octobre 2025. Nous, on a eu la chance de travailler sur la base des travaux du MIT Future Tech, qui a donc une initiative qui s'appelle le AI Risk Initiative. Et je vous avais présenté cette courbe. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Donc ça, en fait, c'est le nombre d'incidents IA qui a été reporté depuis 2015. En fait, le AI Risk Initiative, c'est la plus grande initiative au monde qui documente les risques IA, qui essaie de les cartographier et de proposer des axes de réponse, de mitigation de ces risques.
Et en fait, à l'époque, donc l'année n'est pas encore terminée. En rouge, c'est la proportion des acteurs malicieux, donc qui ont des mauvaises intentions en lien avec des incidents IA. Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est ça qui est aussi très perturbant et inquiétant, c'est que sur ces dernières années, on note beaucoup plus de proportions de personnes qui ont des mauvaises intentions, qui vont se servir des outils d'intelligence artificielle, notamment pour voilà, créer des escroqueries, des fraudes, scammer, etc. Donc, ça, je pense que c'est important de le noter. Et bien évidemment, ces incidents, ils sont répertoriés à la fois dans la sphère citoyenne comme dans la sphère entrepreneuriale. Ça, c'est la courbe du niveau d'incident de gravité. Qui a été publié notamment récemment, qui va jusqu'à la fin de 2025. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que la proportion d'incidents de haute gravité, toutes catégories confondues, est attribuée à des acteurs malveillants a augmenté. Mais surtout, en fait, au cours des 4 dernières années, elle atteint 65% de l'ensemble des incidents graves en 2025. Le nombre d'incidents entraînant des pertes financières directes serait supérieur à $1 million. Et ce chiffre a fortement augmenté avec une écrasante majorité attribuée à des acteurs malveillants. Donc, c'est vraiment inquiétant. Et donc, à ce jour, en tout cas, un seul incident aurait causé des dommages environnementaux directs de gravité moyenne ou élevée. Donc, un petit peu aussi pour remettre le débat en perspective. Face à cela, des rapports mondiaux montrent que 70% des citoyens dans le monde estiment que les régulations actuelles ne sont pas suffisantes. Et donc là, je vais vous montrer, je ne vais pas la mettre en entier, mais je vais vous montrer le début d'une vidéo qui donc présente l'initiative qui s'appelle The Global Call for AI Red Line, qui est une initiative qui a été lancée en septembre 2022 au siège de l'ONU à New York, portée par la UC Berkeley, le Centre européen pour la sécurité de l'IA, et The Future Society, qui est une ONG avec qui j'ai pu travailler, qui est spécialisée dans la gouvernance globale de l'IA. Et donc, vous allez voir tout un panel de professionnels de l'IA, de prix Nobel, d'économistes qui dénoncent notamment les déviances envers l'IA et la nécessité de poser des limites. A global call for AI red lines, which more than 200 of us have signed to prevent universally unacceptable risks for AI. AI has the power to reshape our world for the better or for the worse. It depends on what we do now. AI could soon far surpass human capabilities and escalate risks such as engineered pandemics, widespread disinformation, large-scale manipulation of individuals, including children, national and international security concerns, mass unemployment, and human rights violations. That's why dozens of organizations and hundreds of individuals and leaders, including Nobel laureates, Turing Award winners, AI pioneers, former heads of states, ministers and diplomats, and human rights advocates, have united in a global call to establish AI red lines. This means setting limits on AI development and use, because we can collectively decide that some potential harms are simply unacceptable. Governments must act decisively before the window for meaningful intervention closes. Clear and verifiable red lines are necessary for preventing universally unacceptable AI risks. Without universal and robust guardrails, the AI race is a race to disaster. In other words, we need red lines. Tenemos que ponerle límites a la IA pour prévenir des risques inacceptables de l'IA. Tunahitaji kufafanua hatari za akili bandia. Bon, vous l'avez compris, le risque est réel, il est aujourd'hui observable et vérifiable. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'avoir une compréhension collective des risques, de comprendre quels sont nos leviers de maîtrise et de bien définir les opportunités de l'intelligence artificielle. Et pour moi, cette conversation qu'on a aujourd'hui, elle est super importante parce que c'est des sujets, en travaillant avec ces acteurs-là, dont je me suis rendu compte qu'ils sont souvent un petit peu segmentés en silos, à l'ONU, à la Commission européenne, etc. Et il y a nécessité
nécessité notamment de diffuser ces grands messages auprès du public et de rappeler à tout le monde que chaque jour, dans le monde, il y a des professionnels qui œuvrent pour essayer, on va dire, d'amener les évolutions technologiques dans le bon sens et vers un monde meilleur. Et Toi de qui es tout- observatrice de la problématique, excuse-moi Marianne, est-ce que les acteurs producteurs d'IA, OpenAI et consorts, comment ils se positionnent là-dessus? Est-ce qu'ils comprennent qu'ils ont intérêt eux aussi à être acteurs de l'identification de la ligne rouge? Sinon, ils courent eux aussi à leur perte. Comment ils se positionnent là-dessus? Bah, je te propose d'attendre quelques secondes parce que du coup, en Pardon. 2026, je vais justement vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on est et effectivement, tu vas te rendre compte qu'il y a une vraie problématique de centralisation de pouvoir qui se pose, notamment auprès de certains acteurs qui finalement détiennent la capacité à prendre des décisions stratégiques qui peuvent avoir de gros impacts pour nos sociétés. J'attends. Donc, je termine rapidement. Voilà, de toute façon, et d'un point de vue business, finalement, si on n'arrive pas aussi à mettre ces garde-fous en place et à susciter de la confiance autour des nouvelles technologies, c'est la défiance donc qui s'installe et on a déjà vu que c'était le cas. Et finalement, s'il n'y a pas de confiance, les utilisateurs n'ont pas envie de partager leurs données. J'imagine que ça vous est déjà arrivé, vous allez dans un magasin, on vous demande votre adresse mail, vous n'avez pas envie de la donner, vous donnez une fausse. Bref, donc finalement, si on n'a pas de données ou on a des mauvaises données, il n'y a en plus pas vraiment moyen de pouvoir entraîner nos IA et de les faire fonctionner. Et donc, ça pose un petit peu, et tu as déjà commencé à spoiler, Frédéric, mais qui est responsable? Les entreprises publiques, les entreprises privées, nos gouvernements. Finalement, c'est vraiment tout le monde. En tout cas, nous, ce que l'on peut dire, c'est qu'en Europe, on a la chance d'être sur le marché le plus régulé au monde. Et l'article 5 de l'acte européen, qui est implémenté depuis le 2 février 2025, stipule bien que la responsabilité, elle est conjointe. Autant du côté développeur, c'est-à-dire les entreprises qui produisent des modèles d'IA peuvent être traduites en justice s'il y a des déviances, tout autant que du côté déployeur, c'est-à-dire les entreprises qui ne développent pas ces outils d'IA, mais qui les implémentent dans leur processus de travail qui peuvent du coup avoir à la fois un impact sur les parties prenantes en interne ou sur les consommateurs finaux. Et ça, c'est vraiment important parce que pour que vous compreniez, avant que l'acte européen arrive, en fait, si j'étais demain victime d'une déviance d'un processus décisionnel géré par l'IA, il fallait que je prouve le préjudice. Mais sans avoir accès à ces modèles, sans avoir accès finalement à l'information de comment ces modèles sont entraînés, etc., je ne peux rien prouver. Donc, c'est quand même un changement qui est assez fondamental puisque ça pose la responsabilité de l'autre côté. Aujourd'hui, nous, en Europe, on nous demande d'anticiper les risques potentiels que les outils d'IA que l'on utilise, qu'on déploie ou produit pourraient avoir sur nos parties prenantes en interne ou nos consommateurs finaux. Et donc, c'est bien pour cela que nous devons, en réponse à tout ce que l'on a vu, développer une IA de manière responsable. Et c'est là donc que je clôture la petite rétrospective de mon intervention en octobre sur c'est quoi finalement l'intelligence artificielle responsable. D'abord, c'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de technologies permettant aux machines d'imiter certaines fonctions cognitives de notre cerveau humain, apprendre, raisonner, percevoir ou générer du contenu à partir de données. L'IA responsable, ça va être en fait l'approche de développement et d'utilisation d'une IA qui intègre à la fois des notions d'éthique, de transparence, de sécurité, d'équité, et qui va justement finalement poser une responsabilité à chaque étape du cycle de vie des systèmes d'IA en fonction des acteurs concernés. Et qu'est-ce qui va faire en sorte que l'on puisse s'assurer que ces grands principes soient respectés? Eh bien, c'est la législation qui a donc pour but d'encadrer les usages de l'IA et de structurer ces usages pour limiter des impacts négatifs sur les droits humains, sur la société. En sachant que les premières versions de l'acte européen sont vraiment des approches assez éducationnelles. En fait, on va expliquer, écrit noir sur blanc, qu'un modèle, il a besoin d'être entraîné sur des données équilibrées, qui sont bien représentatives de nos sociétés, etc. Ça, c'est autant de b.a.-ba qui, en termes scientifiques, vont amener finalement à des modèles qui sont performants et robustes. Et aujourd'hui, en 2026, où est-ce qu'on en est? Donc là, vraiment, Frédéric, je vais très vite rebondir sur ta question. Déjà, je voulais vous parler donc de la fuite
du code source de Claude. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en fait, le 31 mars 2026, il s'est passé quelque chose d'assez inédit dans l'écosystème IA. L'entreprise Anthropic, qui, pour la petite histoire, est, je pense, l'une des plus, aguerries sur les thématiques d'intelligence artificielle responsable, éthique et conformité, qui développe Claude, a leaké le code source complet sur l'un de ses outils. Et le point clé, c'est que ce n'était pas un hack. Donc, en fait, bon, déjà, pour comprendre ce que c'est Claude Code, c'est un outil pour les développeurs qui, installé localement, permet d'utiliser Claude directement dans leur terminal de codage. Un peu comme une app, si vous voulez, mais distribuée via une plateforme publique qui s'appelle NPM. Et NPM, ça aussi, c'est important de préciser, tout ce qui est publié dessus est accessible par défaut à tout le monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est lors d'une mise à jour, une erreur très simple a été faite. Un fichier technique appelé source map a été inclus dans la publication. Et ce fichier est normalement utilisé en interne pour le debug, mais il contenait ici la structure complète du code et surtout le contenu du code lui-même. Autrement dit, en un seul fichier, on pouvait en fait reconstruire l'intégralité du produit. Donc, une analogie simple, et c'est le petit screenshot à droite que je vous ai mis, c'est comme si demain, on commercialisait des canettes Coca-Cola avec, du coup, à l'arrière du packaging, la recette entière de Coca-Cola. Donc, la propagation, bien sûr, de ce code source a été très forte en quelques heures. Ça a été des milliers de téléchargements, des copies sur GitHub et plus de 80 000 développeurs qui se sont mis à analyser le code. Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, ça a été repéré par un stagiaire d'une boîte de crypto. Donc, ce qui est en fait intéressant ici, c'est pas juste l'erreur technique. C'est ce que ça nous dit sur l'IA aujourd'hui. Ce que ça nous dit, c'est que les risques ne viennent pas forcément des cyberattaques sophistiquées, comme on a pu en parler notamment avec le dépôt des risques et des incidents du MIT, mais que les risques peuvent aussi venir de choses beaucoup plus simples. Un oubli, un mauvais process, et en quelques mots, en fait, un manque de gouvernance. Et ça, c'est un point clé pour les entreprises parce que plus on déploie l'IA rapidement, plus ces risques simples deviennent critiques. Et c'est exactement là que la question de l'IA responsable commence. Parce que la question n'est plus seulement comment est-ce que l'IA fonctionne, mais c'est plutôt est-ce que finalement on maîtrise ce qu'on déploie. Et pour aller encore plus loin sur ce même incident, ce que je voudrais aussi vous montrer, c'est que ce que en fait le code source révèle, c'est que l'IA n'a pas exposé en fait l'intelligence du modèle. En fait, elle a exposé tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que quand les codeurs ont analysé le code source, ils se sont rendus compte que ces systèmes reposent sur des couches multiples du contrôle, de la logique et parfois même du code très classique. Donc, en fait, c'est un peu l'idée de dire, le mythe, c'est que l'IA est magique, la réalité, c'est qu'elle est designée. Donc, je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. En fait, le code source qui a été fuité n'a pas exposé, mettons, les poids du modèle, ni les données des clients, ni les identifiants. Ce qui a été exposé, c'est vraiment toute l'architecture qui est autour du modèle, la structure interne, les modules, les features flags, la logique d'orchestration, les mécanismes qui permettent au système de fonctionner comme un agent logiciel. Et c'est là que le message devient en fait assez important pour nous. La performance d'un outil comme Code Claude ne repose pas uniquement sur un modèle très puissant, elle repose sur tout ce qu'il y a autour. Et il y a un article, enfin il y a plein d'articles qui sont sortis sur le sujet, mais il y en a un, moi, spécialement que j'ai retenu et que j'ai trouvé sur Reddit. C'est un développeur qui explique qu'il s'attendait en fait à découvrir un assistant terminal hyper intelligent. Et en fait, ce qu'il dit avoir trouvé ressemble plutôt à un système très instrumenté qui observe la manière dont l'utilisateur interagit avec lui. Ne l'oublions pas, tous ces LLM, tous ces assistants, ils sont vraiment designés pour nous tenir plus engagés, d'accord? Donc, par exemple, Claude Code, avant de répondre à la question que je vais lui poser, il va en fait passer, on va dire, nos interactions dans plusieurs layers d'analyse. L'un d'entre eux serait du code classique pour aller détecter des signaux de langage tels que what the fuck, this sucks,
frustrating. Donc, par exemple, si je dis oh merde, je ne suis pas content, enfin voilà, des gros mots, etc. Juste avec un layer additionnel, donc une couche additionnelle de détection qui est purement du code classique, hein, on n'est même pas dans de l'IA très poussée, etc. Du coup, le logiciel va pouvoir comprendre que là, il y a une frustration de l'utilisateur. Donc, ce n'est pas forcément en fait de la compréhension profonde par IA, comme on aurait pu l'imaginer, mais c'est aussi toutes les règles très classiques proches de la détection par mots-clés par lequel l'outil Claude va fonctionner. Donc, si on pousse en fait, si on pousse un point fort à expliquer, c'est que derrière l'expérience fluide et intelligente ou presque magique, il y a aussi du logiciel traditionnel. Il y a des règles très précises, des seuils, des déclencheurs, des événements, des boucles de feedback qui font que l'outil Claude va analyser nos réponses et en fonction de nos réponses, pouvoir justement adapter la manière dont il va nous répondre pour nous tenir plus engagés. Il y a d'autres choses qui sont analysées. Par exemple, il y a le suivi de l'hésitation lors des demandes de permission. Est-ce que l'utilisateur accepte vite? Est-ce qu'il ouvre une zone de feedback? Est-ce qu'il annule? Est-ce qu'il appuie sur échappe? Ce type d'information peut permettre au produit, donc au produit Claude, hein, de distinguer un refus simple ou un moment de friction ou une perte de confiance. Donc, c'est vraiment ça qui est vraiment un peu un point tournant dans la communauté IA, c'est que l'IA ne répond pas simplement à une question, elle observe le contexte, elle classe certains signaux, elle évalue ce qui se passe et elle adapte son comportement. Et la deuxième source que j'ai analysée, elle va encore plus loin sur l'interprétation architecturale parce qu'en fait, elle explique que l'incident n'est pas seulement un leak ou une fuite, mais que c'est vraiment un signal que l'IA évolue d'un simple modèle qui répond à des prompts vers des systèmes plus complexes, des agents, des couches de mémoire, de la planification, de la coordination entre les modules. Autrement dit, Claude Code, ce n'est pas juste un chatbot, en fait, c'est un système d'orchestre où bien sûr, il y a un modèle, mais autour du modèle, il y a toute une architecture du contrôle, de la mémoire, des permissions, de la télémétrie, du feedback, de la planification, qui va permettre notamment de nous faire penser que l'IA, elle est magique, alors qu'en fait, c'est une IA qui est designée comme n'importe quel produit. Et donc, ça change complètement la discussion sur l'intelligence artificielle responsable parce que si une IA est designée, alors ça veut dire qu'elle peut être bien ou mal designée, qu'elle peut être construite avec transparence, contrôle et responsabilité, ou qu'elle peut être déployée trop vite avec des zones grises que personne ne comprend. Donc, la vraie question pour une entreprise n'est pas seulement quel modèle allons-nous utiliser, mais plutôt quel système sommes-nous en train de construire autour de ce modèle et qui en garde la maîtrise. Il y a un autre moment dont je voudrais vous parler, vous en avez peut-être déjà entendu parler, le moment mythos. J'ai mis ici la couverture de The Economist qui est sortie le 7 avril et c'est écrit en tout petit. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a marqué « Est-ce que 5 hommes, est-ce qu'on peut faire confiance à 5 hommes pour, entre guillemets, gérer l'IA ?» Donc, je vous explique un petit peu le contexte. Le 7 avril 2026, Anthropic annonce Claude Mythos. Donc, Claude Mythos, c'est un nouveau modèle qui sort avec une capacité très spécifique. Identifier des failles dans des systèmes informatiques. Donc, ce n'est pas simplement juste détecter quelques bugs. Hein. Le modèle semble capable de repérer des vulnérabilités extrêmement complexes à un niveau suffisamment élevé pour créer une vraie inquiétude. Pourquoi ? Parce qu'une telle capacité peut avoir, encore une fois, deux usages totalement opposés. D'un côté, elle peut aider à renforcer la cybersécurité, à protéger les banques, les hôpitaux, les infrastructures publiques, les systèmes critiques. Mais de l'autre, si elle tombe entre de mauvaises mains, elle peut aussi servir à attaquer ces mêmes infrastructures. Et plus largement, les risques liés à l'IA s'étendent désormais bien au-delà de la cybersécurité. Ça peut toucher à la biosécurité, aux campagnes d'escroquerie à grande échelle et plus globalement, finalement, à la stabilité de systèmes essentiels sur lesquels nos sociétés reposent. Et en fait, ce qui est vraiment très intéressant dans ce moment-là, ce n'est pas tant aussi le modèle lui-même, mais c'est ce qui s'est passé autour de ça. Donc, la décision que Dario Amodei, le CEO d'Anthropic, a pris. Il a décidé de ne pas rendre Claude Mythos public et de limiter l'accès de Claude Mythos à une 50aine d'entreprises sélectionnées, principalement dans la finance et dans la tech. Donc, autrement dit, en fait, si je reformule un peu ce qui se passe, pour la première fois, on a une entreprise privée qui décide qui peut accéder ou non à une technologie
extrêmement puissante. Et ça, en fait, ça marque une vraie bascule politique aux États-Unis. Le sujet Elle remonte. aurait été publique, ça m'aurait choqué, moi. Mais Ouais. elle est privée. Elle est privée. Elle est privée, mais quand même, ça marque vraiment un tournant politique parce que du coup, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, le sujet remonte au plus haut niveau. Donc, on a le ministre des Finances américain, Scott Bessent, qui organise en urgence une réunion avec les dirigeants des plus grandes banques pour discuter du risque. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, l'IA n'est plus seulement un sujet d'innovation, que ça devient un sujet de sécurité nationale. Et donc, la communauté IA parle un petit peu d'avril 2026, de ce moment-là, comme la fin du laisser-faire. Et attention, je rappelle qu'on est aux États-Unis, sur l'un des pays les plus déréglementés sur l'intelligence artificielle, avec très peu ou pas de législation fédérale, où on a plutôt par État voilà, les collectivités qui vont mettre en place des règles. Donc, en fait, c'est assez intéressant de voir que à partir, voilà, en fait, on est vraiment dans ce moment de bascule. Et c'est un petit peu un moment de bascule qu'on a pu voir aussi dans l'histoire avec d'autres problématiques comme le pétrole, l'électricité ou les télécommunications. C'est-à-dire qu'il se passe un petit peu toujours la même chose. Au départ, on a quelques acteurs privés qui vont concentrer une innovation majeure. Puis, lorsque cette innovation devient trop structurante pour l'économie et la société, la régulation devient inévitable. Par exemple, aux États-Unis, sur ces sujets-là, c'est comme ça qu'ont émergé la loi antitrust qui a conduit à la dissolution de Standard Oil en 1911, la création de la Réserve fédérale en 1913, ou encore la scission d'AT&T en 1984. Et c'est pour ça qu'on parle du moment mythos, un moment où en fait la technologie devient trop puissante pour être laissée sans contrôle. En sachant qu'en plus, actuellement aux États-Unis, il y a quand même un vrai enjeu politique. En 2028, il y aura les élections présidentielles. Et aujourd'hui, il y a quand même 7 Américains sur 10 qui pensent que l'IA va détériorer le marché de l'emploi. Et ce chiffre est en forte hausse depuis un an. Donc finalement, ne pas attaquer ce sujet-là, c'est aussi un risque politique. Mais ce qu'on voit, c'est que en fait, le bon curseur à trouver, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que d'un côté, il y a aussi des enjeux internationaux qui s'imbriquent dans tout ça. On a une diffusion rapide des bénéfices IA qui peut favoriser la croissance économique, mais une diffusion trop rapide peut finalement amplifier les risques, provoquer des réactions de rejet et conduire à une surréglementation. Mais si on ne fait rien non plus, ne rien faire, c'est exposer les États-Unis et plus largement nos sociétés à des usages malveillants de l'IA, mais trop encadrés pourrait freiner l'innovation. Et on rappelle qu'on est dans un contexte où il y a quand même une course à l'innovation entre la Chine et les États-Unis. Donc, il y a un petit peu tout cet équilibre très délicat à construire, protéger sans bloquer, réguler sans étouffer et innover sans perdre le contrôle. Et donc, voilà, donc là, on en revient, tu me posais la question tout à l'heure, comment elles se positionnent les grandes entreprises. Aujourd'hui, finalement, on se rend compte qu'on a 5 acteurs majeurs, Sam Altman, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Demis Hassabis, Dario Amodei, qui concentrent les plus grandes capacités technologiques et donc, avec ces grandes capacités technologiques, une bonne partie de la responsabilité. Donc, finalement, en termes d'IA responsable, ça nous amène à des questions fondamentales. Qui décide qu'un modèle est trop dangereux pour être public? Sur quels critères? Avec quelle transparence? Peut-on accepter une IA à deux vitesses? Certains acteurs avec accès aux modèles les plus puissants et les autres non. Et surtout, comment maintenir la confiance dans un système aussi puissant, aussi opaque, aussi concentré? Donc voilà, c'est vraiment plein de thématiques compliquées à aborder. C'est un signal d'alerte. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Donc le cadre arrive. Le cadre arrive. Oui, le cadre arrive. On est dans les prémices. En fait, les choses sont en train de s'organiser, on va dire. Et d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, un petit peu pour rebondir sur ce que tu disais au début de l'appel, sur le travail, etc. Aujourd'hui, alors, on a beaucoup parlé pendant longtemps du FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de ne pas se mettre à l'IA et de louper la course à l'innovation. Aujourd'hui, on parle du Fear of Being Obsolete, le FOBO, c'est-à-dire en fait la peur de devenir obsolète dans 5 ans. Est-ce que mon métier existera encore dans 5 ans?
Parce qu'effectivement, on voit bien que l'IA est en train de franchir un cap. Elle code comme un ingénieur, elle rédige comme un consultant, elle assiste des diagnostics médicaux, elle crée du contenu. Donc forcément, ça crée de l'attention, pas seulement une peur de perdre son emploi, mais en fait une peur beaucoup plus profonde. Et tu l'as dit très très bien, c'est la peur de devenir inutile et que demain, finalement, le travail n'ait plus de valeur. Donc, pour prendre un petit peu de recul là-dessus, il y a une analogie que j'aimerais mettre en avant et qui est d'ailleurs très bien expliquée dans l'article du Courrier international d'avril 2026 que je vous invite à aller lire. C'est l'analogie entre le cheval et le charbon. L'article pose une question très intéressante. Sommes-nous en train de devenir des chevaux ou du charbon? Donc, pour contexte, les chevaux ont été remplacés par des machines et ils n'ont pas pu s'adapter. Les humains, eux, enfin nous, historiquement, on sait se transformer. On a pu passer de l'agriculture vers l'industrie. Aujourd'hui, il y a moins de 2% de la population qui travaille dans l'agriculture, alors qu'avant, c'était plus de 90% des emplois, puis vers une économie de services, puis vers une économie de la connaissance. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ces transitions, elles ont toujours été longues, inégales et parfois très violentes socialement. Et en fait, ce qui devient intéressant pour nous, c'est de voir que l'IA n'aura a priori pas un effet uniforme. Et donc, il est possible que dans certains cas, elle remplace le travail que nous avons, qu'elle vienne aussi augmenter notre productivité, mais aussi qu'elle crée de nouveaux usages et donc de nouveaux besoins. Et donc, en fait, on est un petit peu dans ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons, qui dit que plus une technologie devient efficace, plus elle est utilisée et donc plus la demande augmente, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Et on le voit aujourd'hui, on a 69% des entreprises qui utilisent déjà l'IA dans le monde et pourtant, 89% des dirigeants disent ne pas vraiment voir l'impact clair sur la productivité. Et ça, c'est selon une enquête qui a été publiée en février 2026, réalisée auprès de 6000 directeurs financiers, PDG et cadres supérieurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie. Voilà. Donc, on est dans une phase de transformation où les effets ne sont pas encore stabilisés. Et donc, le lien avec l'intelligence artificielle responsable, ce dont on traite aujourd'hui, c'est que finalement, ce moment mythos aussi, il ne nous parle pas forcément que de cybersécurité, il nous parle aussi plus largement d'une bascule pour des thématiques comme la sécurité, l'emploi, le pouvoir, l'accès et la confiance. Et donc, les vraies questions qui se posent aujourd'hui, et c'est celles-ci qu'on doit vraiment aborder, c'est comment accompagner cette transformation, comment éviter qu'elle soit subie plutôt que choisie. Et c'est pourquoi, pour moi, parler aujourd'hui de tous ces sujets-là, c'est hyper important. Ça n'est que finalement en divulguant l'information sur ces sujets-là qu'on peut aider les personnes à comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est l'IA, comment ça fonctionne pour éviter justement que ce soit subi, comment s'assurer notamment que les gains de productivité demain soient partagés et surtout comment garder de la confiance dans un monde où les repères clairement évoluent très vite et on est tous d'accord pour s'accorder et dire que ça fait peur. Les jeunes générations, là, comment ils le perçoivent? Il y a probablement des perceptions différentes, mais est-ce que tu as lu des trucs là-dessus? Oui. Est-ce qu'ils ont peur? Ils ont peur de l'IA, ils ont quoi? En fait, alors, j'ai pas de. Faudrait que je fasse davantage de recherches. Moi, juste ce que je peux te dire, c'est qu'en décembre 2025, j'ai fait le même atelier cette fois devant 120 lycéens sur l'intelligence artificielle responsable. C'est vraiment une introduction à l'éthique de l'IA, etc. J'aurais parlé bien sûr beaucoup des algorithmes de curation d'IA, des réseaux sociaux, etc. Et en fait, j'ai eu quand même beaucoup de jeunes qui étaient assez au courant. Donc, c'est des classes de seconde à la terminale. Qui ont donc, eux, eu accès aux réseaux sociaux depuis un très jeune âge et qui sont quand même assez familiers avec les thématiques de pédopornographie en ligne, de cybercriminalité, etc. Et donc, quand je leur posais la question de pour ou contre l'interdiction des réseaux sociaux, j'ai eu des classes entières qui me disaient pour. Donc, quand même, j'étais assez surprise parce que finalement, les jeunes comprennent assez bien ce qui se passe. Pour autant, et quand on va un petit peu plus loin dans la manière dont les générations Z au travail vont implémenter l'IA dans leurs activités scolaires ou au travail et autres, on voit quand même que c'est aussi des jeunes générations qui parfois ont un peu moins de recul et de sens critique sur les déboires en fait de ces IA parce que elles sont plus habituées, on va dire, plus familières avec ces outils-là depuis un plus jeune âge, donc elles ont tendance à avoir un comportement plus friendly, tu vois, être un peu moins méfiant. Voilà ce que je peux te dire
Moi, mes étudiants d'école de commerce, pour l'instant, ils ont une vue très simple. Ça me fait gagner du temps. Moi qui suis flemmard par nature, GPT va faire des trucs pour moi. J'ai même des étudiants lors de devoirs de fin d'année qui me répondent: ah ben ça, je vais le faire par GPT. Ouais. C'est hallucinant. Tu as un Alors, devoir où tu dois répondre un truc et il te dit: mais non, je ne vais pas vous répondre, monsieur le prof. Ça, c'est un truc que je ferai faire par GPT. J'ai trouvé ça hallucinant, surtout que c'était probablement le meilleur étudiant de la classe. C'est pourquoi il est important dans l'éducation d'aborder maintenant l'apprentissage, non pas par je te donne un problème et tu dois me donner la solution, mais plutôt, peu importe la solution que tu vas me présenter, je vais te demander de m'expliquer le raisonnement que tu as appliqué. Tu vois. Mais oui, oui, c'est un vrai sujet. Et Laura Hassan, par exemple, qui est directrice générale d'Epitech et qui représente le panel éducation au ministère, travaille sur ces thématiques-là. Et c'est des thématiques qui sont complexes, mais sur lesquelles il existe quand même déjà des bonnes pratiques à mettre en place. On en avait parlé au sommet AI On Us. Ouais, Bon, si je peux compléter, si vous me le permettez, c'est surtout ceux qui sont, vous voyez, après Parcoursup, ceux qui sont dans des grandes écoles et dans des écoles tout court, qui sont très, très inquiets du FOBO. C'est-à-dire, est-ce que le métier que je suis en train d'apprendre va encore exister dans 1 an, dans 2 ans? Et ça les inquiète, mais vraiment beaucoup. Oui. Ceux qui sont avant, ils sont plus en problématique de réseaux sociaux. Et parmi les seniors, c'est vrai, il y a eu du FOMO, mais je pense que les seniors sont en train de comprendre que ça va améliorer leur manière de travailler. Donc voilà, et mon avis en tant que senior. C'est ça, mais c'est un petit peu la Idem. réponse. Enfin, comment dire, la réponse, elle est inégale. C'est ce qu'on a vu, c'est que dans certains cas, ça va remplacer le travail, dans d'autres, ça va en créer, et dans d'autres cas, ça va venir le compléter. Donc, c'est sûr que pour l'instant, on est dans une phase de structuration et les effets sur le travail ne sont pas encore stabilisés. Et ce qui est clair aussi, c'est que par contre, il y a une vraie thématique sur le sujet, à savoir les étudiants aujourd'hui ont vachement plus de mal à trouver un stage qu'autrefois. Donc, en fait, ça pose une problématique de si on ne forme pas les jeunes et les nouveaux entrants sur le marché, mais qui va nous remplacer demain aussi? Enfin, donc, il y a toutes ces thématiques-là qu'il faut prendre en compte et que les entreprises ont tout intérêt à prendre en compte parce que leur force de travail demain, ce n'est pas nos générations, c'est celles qui arrivent sur le marché. Okay. Donc, mais ce qu'il faudrait qu'ils regardent, surtout notre État, c'est ce qui se passe en Chine. En Chine, ils ont 2 ans d'avance sur nous, sur la partie jeune. Il faut qu'ils regardent ce qui se passe là-bas. Ils utilisent les réseaux sociaux et TikTok et autres. C'est bien plus de choses que nous là-bas. Il faudrait vraiment qu'on regarde ce qui se passe là-bas parce que ça va défaire les chairs nous. Je vais en parler. D'accord. Pas tout à fait sur ce sujet-là, mais je fais une référence à la Chine qui est en train de faire quelque chose de hyper intéressant. Alors, juste pour vous donner un petit peu, parce que j'ai parlé que de choses qui font un peu peur. Et donc, pour revenir sur est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles quand même en 2026? Du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience en 2026. On a passé une année en 2025 à parler beaucoup de l'IA, c'est un peu comme Dieu, avec beaucoup d'évangélistes, ça va nous apporter beaucoup d'éléments de productivité, etc. Et on se rend compte qu'en 2026, à des gros salons comme notamment Davos ou le sommet pour l'IA en Inde, les thématiques de safety, sécurité, etc. Reviennent beaucoup plus dans les conversations. Et c'est notamment ce dont Yoshua Benjo parle sur France Inter. Je vous le mets très très rapidement, juste le début. Et dans le grand entretien, un invité exceptionnel ce matin, c'est l'un des pères de l'intelligence artificielle qui bouleverse nos sociétés à une vitesse ahurissante. Faut-il en avoir peur? Il va nous dire que oui, comment la réguler. Bonjour Yoshua Benjo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Inter. Vous êtes professeur au département d'informatique de l'Université de Montréal, lauréat du prestigieux prix Turing, c'est l'équivalent du prix Nobel, c'était en 2018. Vous faites partie des voix les plus écoutées et les plus inquiètes aussi sur l'intelligence artificielle. Alors, Yoshua Benjo, on sort d'un sommet mondial sur l'IA organisé en Inde et de plus en plus de voix se posent la question du contrôle de cet outil, alors que tout va de plus en plus vite, que chaque acteur annonce de nouvelles fonctionnalités, ChatGPT, Gemini, Claude. Est-ce que ça va trop vite? C'est clair, c'est une des conclusions du rapport international que j'ai dirigé sur la sécurité de l'IA. Donc, il y a quand même des avancées au niveau à la fois régulation et
technologies de mitigation des risques, mais ces avancées sont insuffisantes par rapport aux avancées des capacités intellectuelles des IA. Et donc l'écart s'élargit et voilà, il faut que les gouvernements comprennent ce qui est en train de se passer. Bon, voilà, je vous invite à aller regarder cette interview qui est vraiment très bien. Il fait 30 minutes à peu près. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, je suis une grande fan du Center for Human Technology. Tristan Harris, qui est en fait l'auteur du Social Dilemma, qui était sorti sur Netflix en 2020, et puis ensuite qui a été aussi l'auteur du AI Dilemma, nous rappelle dans cette interview que je vous invite à aller lire, notamment que donc à Davos, au World Economic Forum, ils ont beaucoup parlé de ces thématiques-là, de sécurité, etc. Dans cet épisode, il revient notamment sur comment justement, au niveau de la justice, des entreprises comme Google et Meta se positionnent. Donc, il faut quand même savoir que sur ces dernières années, elles ont été sanctionnées à des centaines de millions de dollars, notamment pour des manquements liés à la protection des enfants. Et aujourd'hui, elles font face à des poursuites massives pour avoir conçu des systèmes potentiellement addictifs pour les plus jeunes. Et juste à droite, c'est justement dans le cadre du procès contre Google Gemini. Donc ça, ce sont des témoignages sur la façon dont Google Gemini aurait interagi dans le cadre d'un cas de suicide d'un jeune adolescent qui s'appelle Jonathan. Et malheureusement, les cas de suicide de personnes vulnérables, souvent jeunes, ayant créé une relation de codépendance avec des chatbots IA n'est pas isolé. Le premier cas, c'était Sewell en 2024 qui s'est suicidé après être tombé amoureux d'un chatbot IA produit par l'entreprise Character AI, où derrière, donc, il y avait toute une thématique de fantasy, de narrative autour du chatbot IA. Et donc, voilà, c'est vraiment ça qu'on voit, c'est qu'on rentre dans une ère où plusieurs affaires ont émergé autour de l'usage des chatbots d'IA. Et on n'est plus vraiment malheureusement dans comment on appelle ça, dans la fiction, c'est vraiment la réalité. Et ces événements soulèvent des préoccupations qui sont très légitimes. Les chatbots d'IA peuvent en effet présenter des risques, en particulier pour les mineurs ou les personnes émotionnellement fragiles. Ils peuvent donc créer des interactions très engageantes, parfois difficiles à interpréter, et nécessitent des garde-fous plus solides. Après, c'est aussi important de garder une lecture nuancée, c'est-à-dire que qualifier tous les chatbots IA de produits intrinsèquement dangereux, ce serait sans doute une simplification excessive, parce que les risques ne viennent pas uniquement de la technologie elle-même, mais de la combinaison de plusieurs facteurs. Donc, d'un côté, il va y avoir la manière dont le système est conçu, ce dont je vous ai parlé, notamment avec le cas du cloud source, du leak du cloud source code, et notamment de ce qu'on a appris sur la manière dont l'outil cloud fonctionne, le niveau de protection qui est intégré, le contexte d'utilisation et la vulnérabilité des utilisateurs. Mais c'est pourquoi le débat se déplace aujourd'hui vers des notions qui sont plus précises, c'est-à-dire le devoir de vigilance des entreprises. On parle de plus en plus de safety by design, c'est-à-dire de sécurité dès la conception et de responsabilité en cas de défaillance dans la conception ou l'encadrement des systèmes. Et de la même manière, parler d'un Far West réglementaire aujourd'hui mérite une grande nuance, notamment dans le cas de l'Europe où, comme je disais, on a l'acte européen qui a introduit une approche basée sur le niveau de risque des modèles, mais aussi à travers la réglementation sur les données comme le RGPD et les initiatives émergentes dans le monde. Donc, en résumé, on n'est plus au stade de la simple innovation technologique. On est déjà dans une phase où on essaie de trouver un bon équilibre entre protection, responsabilité et innovation. Et, Hey everyone, welcome to... Pardon. Et pour revenir sur le cas de la Chine, je voulais vous parler de ce qui a été communiqué le 10 avril 2026 par l'administration chinoise du cyberspace en collaboration avec d'autres autorités compétentes. Ils ont publié les mesures provisoires pour la gestion des services interactifs d'intelligence artificielle anthropomorphique. Beaucoup de mots compliqués dans cette phrase, donc je m'explique rapidement. Une IA anthropomorphique, c'est quoi? C'est une IA qui ne se contente pas de répondre à une question, elle donne l'impression de comprendre, parfois même de ressentir, et d'avoir presque une forme de personnalité. Et c'est précisément là que ça devient un enjeu de régulation, parce que plus une IA semble humaine, plus elle peut influencer, engager et créer de l'attachement, et c'est d'autant plus compliqué et dangereux pour des personnes vulnérables, et notamment les jeunes de nos sociétés. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, certains pays
comme la Chine, commencent à aller beaucoup plus loin dans la régulation de l'IA, notamment sur un sujet encore très peu encadré ailleurs, comme l'anthropomorphisme. Et à ma connaissance, il n'existe quasiment aucune loi dans le monde qui encadre les systèmes IA anthropomorphiques, même pas en Europe pour le moment, avec autant de précision en tout cas, de rigueur et d'attention aux risques spécifiques selon les contextes d'usage. Donc c'est quand même, je trouve, une belle avancée qui vaut la peine d'être mentionné ici. Et donc, ça signifie, encore une fois, concrètement, des obligations de sécurité dès le design, d'avoir un suivi des risques dans le temps. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce dont je voulais vous parler. Après, pour revenir un petit peu sur l'avancée des travaux du MIT Future Tech, pardon, et de l'initiative RISC-IA. Donc ça, c'est le rapport qui a été terminé en 2025 que je n'avais pas pu vous montrer en entier. Donc, la courbe des incidents ne cesse d'augmenter d'année en année et on voit bien évidemment que toujours le nombre d'acteurs malicieux ne fait qu'augmenter dans la proportion des incidents IA reportés. La bonne nouvelle, c'est que il y a quelques jours, le MIT AI Risk a donc publié un nouvel outil que vous pouvez utiliser désormais, qui est accès au public. Je vous ai mis le lien en bas à droite. Ça s'appelle le AI Risk Navigator. Donc, juste pour vous donner un petit peu quelques éléments sur qu'est-ce que fait le MIT, depuis 2024, ils ont lancé la première version de leur base de données, dans laquelle ils ont analysé 700 risques identifiés issus de 44 frameworks différents. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'ils ont commencé à construire leur taxonomie des risques, cartographier, en fait, dans quelle catégorie on peut positionner les risques, quelle grille de mitigation en réponse à ces risques on peut former. Et aujourd'hui, leur repository, donc en 2026, contient plus de 1700 risques IA, ici de 74 frameworks. Donc, c'est vraiment quand même un travail de titan. Et ce qui est important aussi de préciser, c'est que toutes ces données, alors qu'elles existaient en silo, aujourd'hui, elles sont combinées au même endroit, donc dans ce AI Risk Navigator. Donc, qu'est-ce que ça permet en fait? C'est un outil interactif en ligne, gratuit et accessible à tous, qui vous permet d'explorer les risques de l'IA de manière beaucoup plus intuitive. La grande innovation, c'est donc qu'il ne les garde pas séparément, comme je disais, il les connecte. Donc, vous pouvez sélectionner par exemple un type de risque, comme la désinformation ou la vie privée, et voir immédiatement au même endroit quels sont les risques identifiés dans la recherche académique ou quels sont les risques, les incidents réels qui se sont déjà produits dans le milieu entrepreneurial, par exemple, ou dans le milieu public, quels sont les cadres de gouvernance qui existent aujourd'hui pour y répondre. Donc ça, pour moi, c'est un vrai changement qui mérite aussi d'être mentionné ici. Encore une fois, tout ce travail-là est porté par Peter Slattery et toute son équipe. Donc, félicitations à eux. Et ça permet notamment de mettre en relief des choses qu'on ne voyait pas forcément avant, à savoir des patterns, les écarts entre théorie et réalité dont Yoshua Bengio mentionnait, et les zones où il n'y a encore pas de régulation. Et en fait, ces connexions, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces observations, tant qu'on ne fait pas les connexions entre elles, elles sont invisibles. Voilà. Et donc, l'autre point intéressant aussi, c'est que c'est un outil qui est relativement visuel et vous permet de filtrer, d'explorer, de naviguer facilement. Voilà. Et cet outil, il s'adresse aux entreprises, aux régulateurs et aux chercheurs. Et actuellement, c'est quand même plus de 240 000 visites sur le site web AI Risk Navigator, plus de 180 citations académiques et plus de 3000 liens entrants depuis d'autres sites avec des collaborations avec des organismes majeurs comme le Commonwealth Bank ou The Society of Actuaries. Et voilà, il y a quand même plus de 272 experts qui travaillent sur cette initiative et des milliers de documents d'entreprise qui sont analysés. Voilà. Autre chose que je voulais aussi ici mentionner, Sam Burrett, c'est une des voix les plus connues sur l'IA responsable en Australie. Il est AI Lead au sein du cabinet de consulting Minter Ellison et il disait il y a quelques jours, j'ai échangé avec des dirigeants et des conseils d'administration qui estiment que les agents IA représenteront une part significative de leur workforce dans les 12 prochains mois jusqu'à un tiers. Donc, c'est un chiffre qui est discutable, d'accord ?
mais ça nous donne quand même une bonne compréhension sur qu'est-ce qui est en train de se passer, notamment dans le milieu du travail. Et ça aussi, c'est un petit peu pour faire un lien par rapport à l'une des avancées que j'avais mis en avant en octobre dernier sur le fait que Anthropic commence à tester des agents IA en contact direct avec les clients dotés d'une autorité financière. On sait très bien qu'on rentre dans une ère où les agents IA sont en train de prendre de plus en plus de place. Et donc, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce qu'on est prêt à gouverner ces agents IA? Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ces rapports-là, en fait, nous obligent à penser les agents IA de manière différente. C'est-à-dire à comprendre qu'ils agissent de manière autonome, qu'ils prennent des décisions, qu'ils exécutent des actions, qu'ils peuvent interagir avec d'autres systèmes et surtout qu'ils peuvent scaler instantanément. Donc, c'est vraiment là où une entreprise qui souhaiterait implémenter un réseau d'agents doit comprendre qu'elle doit vraiment envisager les choses autrement. Et d'ailleurs, si on faisait un petit pont assez logique, vous ne laisseriez, j'imagine, en entreprise jamais travailler une équipe humaine sans règles claires, périmètre d'action, supervision ou possibilité de sanction ou d'arrêt. Finalement, pour les agents IA, c'est la même chose. Il y a ce rapport également que je vous invite à aller lire qui est vraiment très bien fait et qui vraiment pousse encore plus loin la réflexion, puisque ce que met le rapport en avant, c'est que finalement, les agents IA, on doit les envisager comme une nouvelle catégorie, puisqu'ils utilisent des outils externes, qu'ils gardent la mémoire, qu'ils délèguent à d'autres agents et qu'ils s'adaptent en continu. Donc, une seule interaction peut déclencher des dizaines d'opérations de traitement de données. Et donc, c'est là qu'il faut bien comprendre que le risque ne vient plus seulement du modèle, mais aussi de l'intégration des outils externes comme des API, qu'on a besoin d'avoir un monitoring en temps réel pour bien comprendre les interactions entre agents. Donc voilà. Donc ça amplifie bien sûr les risques qu'on a pu déjà observer dans le passé, la propagation rapide d'erreurs, la perte de contrôle à grande échelle, les problèmes d'audit et d'explicabilité. Donc voilà, c'est là où on va pouvoir parler notamment de désalignement des agents entre l'agent et l'objectif qui lui a été donné, le comportement d'un agent qui pourrait évoluer sans contrôle, les effets en cascade entre agents. Donc, la nécessaire place de l'humain dans une boucle de traitement. Exactement. Enfin, voilà. Est-ce qu'on met encore un humain ou est-ce qu'à la place de l'humain qui surveille les IA, on met une autre IA ou une cascade d'IA qui surveille les IA? Peut-être qu'on aurait plus de sécurité dans nos process, peut-être, ou pas. C'est ça, mais c'est exactement ce qu'ils disent dans ce rapport, c'est qu'il faut vraiment gérer les accès comme pour les humains. Il faut comprendre quelles permissions on leur donne, quel rôle, quel périmètre, etc. Il faut encadrer la mémoire, il faut passer à une gouvernance qui est en temps réel, il faut mettre un monitoring continu. C'est vraiment ça. Voilà. Et puis surtout, bien comprendre que, encore une fois, nous, on est sur le marché européen, on a l'acte européen sur l'intelligence artificielle auquel on doit se complaindre, mais on a également d'autres textes de loi, comme le Digital Services Act, le Digital Market Act ou le RGPD, auxquels on doit aussi se plier. Donc, ces notions-là, elles sont super importantes. Voilà. Donc, finalement, en Europe, les agents IA nous rappellent encore une question essentielle, c'est qui contrôle. Donc, c'est pour ça que le terme, encore une fois, d'intelligence artificielle responsable prend tout son sens, parce que constamment, les débats sur lesquels les conversations portent, c'est sur la notion de responsabilité et aussi sur la difficulté de pouvoir finalement rendre cette responsabilité actionnable et réelle. Voilà. Mais je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que nous, contrairement finalement à la Silicon Valley et ce que l'on a pu observer pendant des années, où l'on peut tester rapidement, lancer des produits et a posteriori corriger ce qui ne va pas, nous, en Europe, on nous demande d'anticiper les risques, de structurer la gouvernance en amont et de se préparer dès aujourd'hui aux audits. Et finalement, ça pose quand même, je trouve, un contexte de responsabilité qui est clair et partagé, et du coup, qui nous permet presque d'envisager l'Europe comme le laboratoire à grande échelle de l'intelligence artificielle responsable. Donc, c'est peut-être pas plus mal, puisque finalement, c'est ça aussi qui va nous permettre de développer des modèles qui ont de la vraie valeur, qui sont robustes et en qui on peut avoir confiance. Donc, j'espère que ça nous servira. Pour ceux qui veulent… C'est un peu là où l'Europe… est souvent présente. Le RGPD, c'est nous qui avons défini, c'est l'Europe qui a défini les règles qui sont en train de devenir des règles mondiales. Tout à fait. Et sur l'IA,
Bah ouais, je pense que on peut compter sur l'Europe. C'est bien que l'Europe puisse avoir ce rôle. Hein, Exact. l'Europe, la Grèce antique, elle est en Europe et c'est peut-être à nous de porter ces fardeaux-là. C'est ça. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu l'as très bien dit, l'acte européen sur l'IA est vraiment suivi comme la référence mondiale. Il y a vraiment des pays qui se calquent dessus, ou même des régions, hein, parce qu'en Californie, le AI Bill de Californie, il est assez proche de l'acte européen sur plein de principes. Il en est très inspiré. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, juste pour poser un petit peu de contexte, donc l'acte européen est entré en vigueur le 2 février 2025, mais en fait c'est un texte de loi évolutif qui continue de changer, de se modifier, de s'adapter en fonction de la réalité de nos marchés jusqu'en 2027. Et en fait, dans ce contexte, l'Union européenne a introduit le code de bonne pratique pour les modèles d'IA à usage général, c'est ce qu'on appelle de GPAI, qui a été publié pour la première fois en 2025. Concrètement, ce code, il est élaboré par des groupes de travail qui réunissent des experts internationaux et indépendants dans le monde entier. Donc, ça pose vraiment un cadre d'un processus multi-acteurs. C'est vraiment un outil qui est volontaire, qui permet aux entreprises de venir démontrer leur conformité aux exigences de l'acte européen, notamment en matière de sécurité, de transparence, de respect du droit d'auteur. Et il est complété par des lignes directrices de la Commission européenne et reconnu comme un référentiel crédible pour les autorités européennes. Donc, ce qui est important, c'est que on voit bien qu'il y a le texte de loi et il y a aussi tout ce qui s'organise autour. Donc, à savoir ces groupes de travail qui sont internationaux et qui offrent finalement un cadre évolutif, parce qu'on sait très bien qu'il y a une vraie difficulté à faire évoluer les textes de loi aussi vite que nos technologies et à s'assurer que ces textes de loi soient finalement assez encadrants au regard des nouvelles capacités exponentielles que l'on voit se développer chaque jour sur le marché. Donc voilà. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que donc, à partir du 2 août 2026, l'acte européen entre dans sa phase clé, c'est-à-dire que la majorité des obligations deviennent réellement applicables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors déjà, il y a cette notion de niveau de risque pour tous les modèles d'IA qui s'implémentent dans des secteurs jugés à haut risque, donc comme l'éducation, la santé, etc., le recrutement. Les entreprises doivent désormais documenter tout le cycle de vie de l'IA, utiliser des données de qualité, garantir précision, robustesse, cybersécurité, fournir une documentation complète aux utilisateurs et enregistrer leur système dans une base européenne publique. Donc, on ne parle plus juste d'IA, on parle de système audité, traçable et contrôlable. Et donc, cela, ça veut dire aussi qu'on a une nouvelle obligation de transparence, qui était déjà le cas, mais là, elle devient vraiment réelle. On doit informer les utilisateurs si on interagit avec une IA. Si un contenu a été généré par IA, ça aussi je le dis parce que je me doute qu'il y a plein de petites structures qui utilisent des outils pour générer du contenu par IA et elles font bien, mais sachez que vous avez l'obligation de mettre une mention légale qui précise que ce texte ou bien cette image a été générée par IA. Alors, Voilà. je voulais m'interdire de te rappeler qu'on a dépassé 10 minutes, mais Oui, tes bien. propos sont tellement intéressants. Non, tes propos sont tellement intéressants que j'ai pas envie de te le rappeler. Mais sur ce point-là, je vais me répéter avec ce que j'avais dû dire dans un webinaire précédent. C'est que oui, toutes les boîtes petites, entre autres, utilisent l'IA, souvent pour produire des contenus qui sont mieux que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc, ils gagnent en valeur. Sauf que si tu précises que ce contenu, je prends l'exemple d'une recette de cuisine, l'exemple qui va bien avec mon propos. Cette recette de cuisine, toi qui vends des produits de cuisine, si tu précises qu'elle a été générée par IA, tu casses le charme. Et oui. Et qu'est-ce que tu fais dans ce contexte-là? Marianne, éventuellement, si on met dans les conditions d'utilisation du site, dans une page cachée très loin, que certains contenus du site sont générés par IA, ça te convient? Tu vas dire non. Je ne sais pas parce que je ne suis moi-même pas avocate, donc j'analyse des rapports, etc. Mais j'ai aussi mes limites. Il faudrait le vérifier avec un avocat qui est spécialisé sur ces sujets-là et sur les thématiques. Alors, si je peux me permettre, ça marche. Tu peux faire ça, mais tu dois le mettre dans la première page des mentions légales et des conditions d'utilisation. Et c'est-à-dire que tu ne précises pas sur l'article en particulier que tu as rédigé avec IA, là tu précises pas? Non, là tu n'es pas obligé, tu es obligé de le faire uniquement pour les images.
Quoi, le 2 Ok. août, on sera Les tous images, obligés de le faire pour les images. Et sur les Oui. vidéos, si par exemple, mettons, je suis un publisher et demain, je crée une vidéo générée par IA, je dois le mettre dans une mention légale. Alors après, mais ça, c'est un sujet dont on parlera, Frédéric, si je ne me trompe pas, le mois prochain, sur Ouais. justement l'implémentation de l'IA dans les stratégies de création marketing. Il y a des techniques, en fait, je pense, pour, comment dire, quand même tirer bénéfice de ces IA génératives sans pour autant mettre à mal la performance de ces campagnes. Mais on pourra en reparler à ce moment-là. Parce que, enfin, clairement, l'essentiel des contenus à l'heure actuelle sont plus générés par humains, on va pas se mentir, quoi. Ils sont générés par IA. C'est ça. Et ça casse le charme. Donc moi, entre nous, hein, je vais pas vous mentir, hein, mais moi, mon conseil aux entreprises, c'est oui, normalement, tu as obligation de le préciser. Ben, ne le fais pas. Ne le fais pas C'est parce pas que tu es bien, dans. c'est pas bien. Mais je sais que c'est pas bien, mais tu as besoin de gagner tu as besoin d'utiliser l'IA parce que ça te fait gagner du temps, parce que tu es une petite boîte, tu n'as pas les moyens d'embaucher ou de payer des prestataires, des ci, des ça. Et si tu le précises, tu casses le charme, donc autant pas le faire. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait pas? On En dit fait, merde aux stratégies SEO? n'est pas dans ni pas faire ni faire, mais c'est un débat pour un autre sujet, parce que j'aurais bien aimé terminer quand même sur un dernier point que je voulais mentionner. On en reparlera ensemble, Frédéric, mais pour moi, encore une fois, il faut éviter de C'est tomber pas dans les ça que je voulais extrêmes. mettre. Pas du tout, c'est souvent de l'hybride qu'il faut faire. Voilà. Et donc, Ouais. en termes légaux, tu peux très bien avoir une ligne qui dise faudrait vérifier, mais ce contenu publicitaire est susceptible d'intégrer des éléments générés par IA. Ouais. Et donc, susceptible. Oui. Non, mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui pose la grosse ligne rouge aujourd'hui, c'est la désinformation et les fake news. Donc, comme on voit l'Iran et les États-Unis, mais je parle de Washington, hein, qui publient des vidéos faites par IA pour faire leur propagande anti-Trump ou anti-Iran dans les deux cas, c'est que de l'IA. Et il y a beaucoup de gens qui prennent ça pour argent comptant. Bah, sauf quand c'est des Legos, certes. Mais sinon, voilà, je voulais vous montrer un truc. Donc là, ça a duré 1h11. Mais dans les 2 premières minutes, j'ai réussi à faire ceci. C'est donc l'art de générer une fake news et un article qui va avec à partir d'images. Donc voilà, je vous l'ai mis en commentaire. Voilà, vous avez un article complet. Voilà. Merci Augustin. Tout est faux. Tout est faux. Bah, évidemment, personne ne ressemble au Muppet Show. Mais vous voyez, au départ, c'était des gens qui vous demandaient juste 2 images. Oui, je voudrais les avoir ensemble. Donc, je sais qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont dans des agences et dans des petites entreprises. On leur demande toujours de mettre en situation. Bah là, ces 2 personnes, elles voulaient être en situation. Donc, bah oui, on les met en situation et 30 secondes après, je les mets ensemble, se tenant par la main ou par le dos sur une plage en train de boire des mojitos. Bah, vous imaginez le scandale que ça peut faire, quoi. Sur cette thématique-là de la désinformation, vous pouvez utiliser l'outil Vera qui fonctionne via un numéro WhatsApp qui est connecté notamment à des organismes qui sont spécialisés dans la vérification de l'authenticité de l'information. Voilà, vous pouvez regarder ça en ligne. Vera, très bien. Il va y avoir un article très bientôt, je fais ma promo, un article très bientôt chez nous et on se demande qui surveille Vera. Parce que Vera, c'est des outils d'IA qui surveillent les IA. Et surtout, c'est sur WhatsApp. Et aïe, aïe, aïe. Alors, je voulais juste terminer, comme ça, je termine le propos. Je vous invite à aller regarder le rapport du retour sur investissement de l'IA éthique, qui du coup date de 2025. J'ai voulu regarder un petit peu s'il y avait des nouveaux rapports plus pertinents que celui-ci sur l'IA et la performance durable. Et franchement, j'en ai pas trouvé. Mais en tout cas, ce que ce rapport nous rappelle, c'est que les entreprises qui intègrent des audits d'éthique IA peuvent générer jusqu'à 2 fois plus de retours sur investissement que celles qui ne le font pas. Qu'une approche structurée de l'éthique permet d'atteindre en moyenne 13% de ROI contre 5,9% pour celles qui n'en ont pas. Et pourtant, il existe encore un énorme décalage, c'est-à-dire que seulement 20% des entreprises déclarent réellement aligner leurs pratiques avec leurs principes éthiques. Donc, on a quand même pas mal de boulot sur la thématique. Et il nous rappelle aussi que 82% à 93% des projets IA échouent
ce qui montre à quel point structurer ces sujets en amont sont critiques. Et d'ailleurs, si je fais juste ce parallèle, nous ici en France, hein, selon une étude, sur des données croisées que j'avais trouvées l'an dernier en 2025 de PwC et BPI France, seulement 30% au semestre 2 des PME et ETI françaises avaient engagé une démarche IA structurée. Donc voilà, la thématique, en tout cas, elle concerne tout le monde et surtout, elle ne concerne pas que les laboratoires des gens de la tech. Et n'oubliez pas que, à l'inverse des gens de la tech, si vous avez des déboires juridiques ou réputationnels, vous n'avez peut-être pas forcément les fonds pour y faire face, comme les grands groupes. Donc, protégez-vous. Et juste pour terminer sur cette étude de cas qui est mentionnée dans le rapport du Digital Economist de Array of AI Ethics, il y a une étude qui est très bien faite, étude de cas de Mastercard, qui du coup explique comment, déployant une plateforme de gouvernance de l'IA, ils ont décidé de travailler avec Credo AI, qui est l'un des leaders dans le secteur. Ils ont pu justement réussir à réduire leur risque de non-conformité, à augmenter leur efficacité opérationnelle et à renforcer leur performance, donc tout en maintenant des pratiques IA éthiques et en favorisant l'innovation. Donc oui, c'est possible d'allier innovation et responsabilité. Dans la réalité, c'est pas simple. Mais voilà, en tout cas, je voulais vraiment terminer sur une note positive et dire la chose suivante, c'est que la réglementation IA ne doit pas être un problème à contourner, mais une opportunité à structurer, qu'elle est nécessaire pour assurer confiance de marché et compétitivité, et que prendre des raccourcis en IA, ça peut coûter très cher, et donc une approche finalement qui est responsable, qui est éthique, qui est maîtrisée, générera des bénéfices bien plus supérieurs. Mais bon, voilà, pour rester dans ces valeurs, c'est sûr qu'on a besoin d'un cadre, un cadre qui permette aux entreprises de pouvoir être créatives. C'est vraiment cet équilibre très difficile dont on parlait à trouver, et que l'Europe, encore une fois, et je l'espère, est la plateforme idéale pour relever les défis de demain. Et j'ai terminé. Super. Écoute, c'est passionnant. Mais ce cadre, il est d'autant plus délicat à trouver en ce moment que, tu l'as souligné, l'IA va trop vite. Ça va trop vite. Et cadrer, réglementer une innovation qui va à cette rapidité, je pense qu'on n'a pas connu ça. En ce moment, je suis pas mal en contact avec un fou d'IA, Alexander, là, société Yarch, et qui est au rythme de l'IA. Et lui, il change ses méthodes de travail toutes les semaines. Ça va trop vite. Donc, espérons qu'un jour, ça se stabilise pour qu'on puisse, dans cette phase de stabilisation, réglementer ou y voir plus clair. Donc voilà, pour l'instant, pas simple. Qu'est-ce que tu pourrais, allez, tes trois conseils à une entreprise, une petite entreprise du Pays Basque, sur vous voulez concilier IA, continuer à utiliser l'IA tout en restant dans un cadre responsable. Qu'est-ce que je fais? Se faire accompagner par des gens qui connaissent. Donc, c'est bien d'embaucher aussi des personnes qui sont spécialisées dans l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin que de personnes techniques. Donc, c'est bien aussi de se faire, notamment accompagner par des gens qui comprennent comment structurer une stratégie IA, de commencer surtout par cartographier les risques IA auxquels leur business peut s'exposer. Et une fois qu'ils ont donc écarté tous les endroits où il ne faut pas aller, de réfléchir à quels sont les usages qui font sens pour ma petite structure. Parce que je pense qu'encore une fois, l'IA a de très belles choses à apporter, mais la difficulté, en fait, c'est la façon dont on va l'aborder. Ceux qui veulent aller trop vite et voilà, qui le font sans anticiper l'ensemble des cas d'usage, ça peut être très dangereux. Voilà ce que je dirais. J'aborde. Pour aller un peu plus loin, sachez, alors je pense que vous êtes tous un peu au courant, on organise dans la salle où je suis, tous les 2-3 mois, avec Manuel Lob de Matia, on organise des IA Labs où on décortique les process d'une entreprise et l'implémentation d'IA dans ces process. C'est hyper intéressant. Alors on est très orienté, on va pas faire de l'IA générative, on va dire classique. On est plus orienté sur des entreprises plutôt industrielles. C'est celles à qui j'aimerais donner un petit coup de pied au cul en leur montrant ce qu'on peut faire. Les boîtes commerciales, e-commerçants, les gens du marketing, ils sont. Les industriels, des boîtes un peu plus costauds, ils sont frileux. Pour l'instant, regarde. Et ça va trop vite, ça les rassure pas. Donc, ils n'y vont pas, ou peu.
Et voilà, donc venez dans ces IA Labs et vous y apprendrez des choses super intéressantes. Bon, sur les futurs rendez-vous, le 12 mai, dans cette salle en présentiel avec Augustin, où on va parler relations presse, hein, Augustin. Et là, on va le faire en présentiel. Le 29 mai, c'est le 29 mai ensemble, Marianne, où tu nous parleras de conjuguer IA et performance dans un cadre marketing. Oui, Je crois que c'est le j'ai 29 plus mai. la date en tête, mais je Ça doit être le pense, oui, 29. je sais que c'est fin mai, ouais. Et le voilà. Le 26 mai. 26 Ouais, 26. mardi 26 mai. Monsieur Dame, est-ce qu'il y a des questions? On a dépassé encore, je me fais tirer l'oreille, grave. Hein. Ouais, Fred, t'es gentil, mais moi, je bloque mon agenda jusqu'à 14h30, donc je vais me faire tirer l'oreille encore. Bon. Mais franchement, moi, ma défense, elle est simple. Hein. Quand j'entends des propos intéressants, j'ai pas du tout envie de couper. Donc, ceux qui doivent aller faire d'autres choses, hein, ils le font. Et là, j'avais pas envie de te couper. Merci. Je l'ai pas fait d'ailleurs. Bon, Marianne, c'était super. Apparemment, il n'y a pas de questions. On va vous envoyer les slides de Marianne. J'essaierai de récapituler aussi tous les liens qu'Augustin nous a fait passer. Augustin le spammer, qui spamme les conversations, mais pour le bien de tous. Et donc, bah, écoutez, passez une bonne après-midi, reprenez des activités plus normales que ça, parce que franchement. Et touchez pas à l'IA de la journée. Allez, jurez ça. Je jure ne pas toucher à l'IA de la journée. C'est pas vrai, vous le ferez pas. Allez, portez-vous bien et rendez-vous. Alors, prochain rendez-vous, c'est un webinaire avec l'équipe de Motive, une super solution de recherche à intégrer dans les sites e-commerce. C'est prévu lundi prochain. On va peut-être bouger la date, peut-être. Bon, bref, toujours plein de rendez-vous. Monsieur, dame, passez une bonne journée. Marianne, encore merci. Marianne. Augustin, à très bientôt. Et pour tout le monde, ben, portez-vous bien. Et à bientôt. À bientôt. Merci. Ciao tout le monde. Ciao. J'espère que l'enregistrement a marché. J'espère.